L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche Maître Jacques Migan. Il est juriste de formation, ancien bâtonnier, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, ce dimanche, nous allons essayer de décrypter un peu le nouveau code électoral qui a été adopté par la représentation nationale, lequel fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bonjour à vous, Maître Jacques Migan. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours avec plaisir. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de tout le processus qui a conduit au vote de ce code électoral, cette modification du code électoral? Si on tient compte du processus, je crois que ça vérifie l'état de droit dans lequel nous sommes, la démocratie, où la liberté d'expression a prévalu. Les partis politiques qui ont joué pleinement leur rôle, que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition. Je crois qu'on peut noter avec satisfaction que le Bénin est un véritable pays de droit, où l'expression est libre. L'expression est libre et comme vous l'avez constaté, il a été au début, avant le vote, j'entends dire, de ce code électoral, nous avions eu la révision de la Constitution qui n'a pas abouti, qui a connu un rejet parce que un rejet a été fait par les députés de la mouvance et certains de l'opposition pour montrer encore la vitalité de notre démocratie. Là, vous parlez de la promotion portant révision de la Constitution? Absolument, pour montrer le processus, comme vous l'aviez souligné, souhaité. Et aujourd'hui, nous avions vu, avec encore l'expression libre, le vote du code électoral modifié, je dirais. Puisque modifié, complété? Complété, modifié, complété, je crois que c'est justement ce qu'il faut dire, puisque la Cour constitutionnelle a demandé qu'on rectifie 2 articles, si vous préférez, qu'on règle le problème des maires en ce qui concerne l'égalité qui doit prévaloir, d'une part, et puis la conformité à la Constitution, l'article du Code électoral qui avait créé, ou du moins réduit le nombre de temps qu'il faut pour aller à annulation après l'annulation d'une élection, 19 jours, alors que le Code électoral a demandé 5 jours. Non, conformément à la hiérarchie des normes, ce devrait être soit 14 jours, soit en haut, mais jamais en dessous. Alors, avant de venir dans ces petits détails-là, vous êtes un juriste de formation. J'ai même une question, avant celle-ci, celle que je m'en vais vous poser. Certains acteurs politiques ou certains observateurs de la vie politique estiment que la révision constitutionnelle qui a été portée par un élu député, qui est président du groupe parlementaire des députés de votre parti politique, que cette initiative était pour distraire l'opinion publique pendant que on s'apprêtait à modifier le code électoral conformément à ce qu'on a eu.
Je viens de vous dire, monsieur le journaliste, que nous sommes dans un état de droit et un député est libre d'aller à proposition de loi. D'une part, parler de diversion, parler de distraction, non. Je crois que, à mon humble avis, j'aurais même opté pour la révision de la Constitution. Et si on avait révisé la Constitution telle qu'elle a été préconisée, portée par, je dirais, l'honorable Seydou Hassan, que je salue au passage, je dis, on aurait vraiment réglé aussi un certain nombre de choses au niveau de la Constitution. Souvenez-vous, ici même, nous avions dit qu'il y a des articles qui devraient faire l'objet de révision. On avait parlé de l'article 50 et puis d'autres. Rappelez-vous, de l'article 26. Mais la révision n'a pas eu lieu. Est-ce que c'était, comme j'entends dire, le plan B et que le plan A était la lecture du code, la rélecture du code électoral? Ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, voyez à travers ce que nous venons de vivre pendant ces semaines, la vitalité de l'expression démocratique du Bénin. C'est ce qu'il faut voir. Alors, Jacques Migon, vous êtes juriste, votre parcours emblématique n'est plus à exposer ce matin sur ce plateau. Vous aurez même pu être au sein des sages de la Cour constitutionnelle actuelle. Alors, Jacques Migon, est-ce que vous trouvez cohérent, est-ce que vous trouvez bienséant que la haute juridiction, dont nous disons que la décision sur son recours invite les députés à réajuster une loi électorale en conformité avec la Constitution, et quel statut déjà sur la question du parrainage, et que les députés, sous le vocable de ce qu'ils ont la prérogative des initiatives de loi, décident d'introduire une loi modifiant et complétant le code électoral qui prend à contre-pied l'invite de la Cour constitutionnelle. Est-ce que l'invite de la Cour constitutionnelle a été respecté? Oui. Est-ce que les députés ont le pouvoir d'aller à vote de loi, à modification de loi? Oui. Les uns et les autres sont dans leur prérogative. Si la Cour constitutionnelle demande à ce qu'on fasse un travail bien précis, la Cour constitutionnelle n'est pas le législateur, il n'est pas le député. Le député est dans son rôle. Mais il lui revient de satisfaire à la décision de la Cour constitutionnelle, et si elle estime, j'entends dire l'Assemblée nationale, d'aller au-delà, mais c'est son droit le plus absolu. Il revient maintenant à la Cour constitutionnelle, une fois que la loi, par contre, est votée, il faut des étapes à franchir, des formalités à accomplir. Et ces formalités, avant la promulgation, supposent d'une part une réélecture qui peut être demandée par un député, comme ça peut être demandé par le président de la République. S'il se confirme que ces étapes sont franchies, on renvoie cette loi à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle de dire ce que vous venez de faire, conformément à votre préoccupation, monsieur le journaliste, la Cour dira non, oui, non, oui. Et la préoccupation de la Cour, en l'état, c'est la conformité de cette loi qui vient d'être votée à la Constitution. Parce que chacun est dans son rôle. Si la décision de la Cour constitutionnelle demandant qu'on rétablisse l'égalité qui doit exister entre les maires pour le parrainage, si c'est respecté, tant mieux. Si c'est d'une part, et d'autre part, la correction qui doit se faire, comme je le disais, entre l'article 49 et l'article 142 est respectée, le problème est réglé. Le problème est réglé, mais on légifère pour l'avenir. La Cour constitutionnelle avait déjà statué sur la question de qui doit parrainer, donc les députés actuels, les maires actuels. Mais avec ce qui a été voté mardi dernier nuit, ce sont les députés de l'année électorale que cette loi-là invite à parrainer les duos présidentiels. Vous voulez dire les députés de 2026? Oui. Qui doivent parrainer? Oui. Ce que je voudrais vous dire, est-ce que c'est conforme à la Constitution, ce qui vient d'être dit? La Cour constitutionnelle va nous répondre par rapport à ça. Non, mais lorsqu'on prend cette disposition, quand même, peut-être le délai peut permettre quand même aux députés actuels de parrainer, mais lorsque vous regardez ce code-là qui a été voté avec de nouvelles dispositions, des amendements et autres, est-ce que selon vous, en tant qu'acteur politique, il s'agit d'une avancée? Monsieur le journaliste, avant de répondre à vos préoccupations, permettez-moi de vous dire ceci. Oui. On ne va pas à un vote de loi au pif. Il y a ce que nous appelons l'esprit de la loi. L'esprit de la loi suppose quoi? Vous avez un sens interdit. Du moment où on vous dit vous ne passerez pas par là, c'est parce qu'on a constaté que cette voie doit avoir un sens interdit. Il doit avoir un stop. Il doit avoir ceci, parce qu'il y a des accidents. L'esprit
demande, avant qu'on aille à la loi, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a mené le vote de cette loi? Pourquoi on a voté? En prélude à ce que vos préoccupations, c'est fini aujourd'hui ce qu'on appelle suscitation de candidature. Il vous souviendra ici même, sur ce plateau, j'ai eu à vous dire, le code n'a pas prévu la suscitation de candidature. Mais aujourd'hui, on vient de mettre fin à la suscitation de candidature sauvage. D'une part, et d'autre part, on vient de mettre fin à ces partis à relents régionalistes ou d'arrondissement. C'est fini. On vient de mettre fin à la transhumance. C'est fini. On vient de mettre fin au débauchage des élus. Je crois que quand vous voyez tous ces éléments que je viens de citer, monsieur le journaliste, vous comprendrez avec aisance que nous allons, par le vote de ces lois, dans ce que j'appelle le renforcement du système partisan. Le renforcement du système partisan, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'esprit de la loi. Pourquoi a-t-on fait cela aujourd'hui? Parce qu'on a constaté, je répète encore, fait de ces suscitations sauvages. C'est fini. Vous ne verrez plus dire « je suscite quelqu'un ». 2. Vous ne verrez plus quelqu'un dire « j'ai de l'argent ». Ça a été fait contre eux, c'est ça? Je n'en sais rien. Je dis bien suscitation de candidature où quelqu'un se lève en disant « j'ai de l'argent » et se met à susciter ou à soutenir quelqu'un. Nous sommes en démocratie. Ils pensent que Jacques Migan peut mieux diriger le pays complètement à peut-être un autre acteur politique. Est-ce que nous sommes dans le système partisan? Et le système partisan demande à ce que le candidat soit issu du parti, soit parrainé par les députés du parti. Nous verrons tout à l'heure les différentes lois qui ont été votées. Et c'est en cela que je dis victoire du système partisan à travers le vote de ce code électoral, ou du moins modifié et complété. Parce que quand vous les prenez un à un, je les ai là, vous avez désormais le parrainage. Hier, c'était 10%. Maintenant, c'est porté à 15%, monsieur le journaliste. Ce qui veut dire que pour que vous puissiez parrainer, vous devez impérativement avoir au niveau de votre parti 15% sur toute l'étendue du territoire. Et ça, parrainage doit venir des 3/5 des circonscriptions. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est important. Deuxièmement, il a été dit que les députés et maires n'ont plus le droit de parrainer un candidat de leur choix. Pour répondre, monsieur le journaliste, à votre préoccupation de suscitation où on est libre, de répondre aux candidats de leur choix en dehors du choix du parti politique. C'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que nous avions jusqu'à ce jour connu des candidats qui s'élèvent et qui sont candidats et qui sont présidents de la République. Vous n'aurez jamais vu, depuis 1960 jusqu'en 2016, et je dirais même jusqu'en 2021, pour être beaucoup plus précis, un parti d'où serait sorti un candidat élu, président de la République. Aujourd'hui, nous l'aurons. Et nous l'aurons en 2026, tel que cela a été dit par le nouveau code modifié, complété. Et d'une part, et d'autre part, pardon. Et vous avez également, il est dit que dans la caution, bon, ça peut se justifier. Hier, c'était 50 millions. Aujourd'hui, on l'a ramené à 26 millions pour répondre aux préoccupations du parti Les Démocrates. Oui, mais ils auraient également comme préoccupation de ne pas avoir comme taux de partage par circonscription électorale 20% par exemple. Monsieur le journaliste, que dit la loi? Reprenons ce que dit la loi. La loi dit en son article, je prends l'article 81 de la Constitution. La Constitution dit, la loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité hier. Et quand la Constitution dit la loi, on va à l'article 132. L'article 132 de la loi de 2019, c'est-à-dire la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, en son article 132, dernier alinéa dit « n'est
parrainés par un homme. C'est-à-dire, l'une ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10%. 10% de l'Assemblée nationale des députés et des maires. Nous tirons ça de l'article 81, qui donne ce pouvoir aux députés dans le cadre précis, comme cela a été fait. Donc, ils ont, dans un premier temps, remonté de 10 à 15. Alors, en ce qui concerne toujours cette loi de 132, qu'est-ce qui a été dit? On dit désormais, les conditions d'éligibilité sont du domaine de la loi. Donc, ils disent, il faut 20% par circonscription sur le plan national. Du moment où c'est toutes les circonscriptions, les 24 circonscriptions, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça, par exemple, c'était estime qu'il s'agit d'un recul démocratique? Parce que lorsque nous avons 24 circonscriptions électorales et qu'une formation politique peut-être a eu 50% dans 23 circonscriptions électorales, et parce qu'elle n'a pas eu, ou elle a eu à peine 15% dans une des circonscriptions électorales, elle aura de difficultés à pouvoir lever des sièges. Est-ce que vous voyez Quel est l'esprit du système partisan? On nous demande, quelle que soit la commune, nous devons avoir 15 au départ pour créer un parti politique dans toutes les communes. Alors, quel est le rôle d'un parti politique? C'est d'être présent, d'avoir des militants le plus nombreux possible, le plus possible, dans toutes les communes. Vous n'allez pas privilégier une zone. Je vous ai dit au début de cette émission que c'est fini maintenant les partis à relents régionalistes. C'est fini maintenant les partis à relents d'arrondissement. Alors, si vous voulez que nous fassions les choses de manière démocratique, ne privilégiez pas une seule région, ne privilégiez pas une seule circonscription, privilégiez toutes les circonscriptions. Mais on effectue des votes et on constate que le parti a brillé dans pratiquement plus de 20 circonscriptions et dans une seule circonscription n'aurait pas les 20%. Le législateur a encore pallié à cela en parlant de l'accord de gouvernance. C'est quoi l'accord de gouvernance? Je peux vous le lire, monsieur le journaliste. Allez-y. L'accord de gouvernement est un document qui comporte tous les accords relatifs à la politique que le gouvernement mènera au cours de la législature. C'est permis. Ce qui veut dire que le parti qu'on appelle les démocrates aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls dans l'opposition. Mais ils peuvent signer un accord de gouvernement. Vous voyez une formation politique répondre bien à entendu, bien entendu. Ils peuvent, au niveau de l'opposition, ils peuvent nouer des accords avant le dépôt de la liste. Ils peuvent nouer avec Foscori.bn émergent. Ils peuvent nouer des accords avec LPLM, je ne sais pas comment. Non, le retour des alliances est encore acté. Mais ce qu'on avait refusé avant. Je n'ai jamais parlé d'alliance. Je viens de vous lire ce qu'on a fait. Vous parlez d'alliance. L'alliance a encore une autre explication. Là, moi, je parle d'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement suppose, ce que je vous dis, c'est un document qui comporte tous les accords relatifs à la politique que le gouvernement mènera au cours de la législature. Oui, rien à voir avec l'alliance. Une alliance est faite sur la base de l'accord. L'alliance suppose la confusion. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans le cadre d'un accord qui est complètement différent de ce qu'on appelle l'alliance. C'est deux domaines différents. L'accord suppose un document que nous avions signé pour accompagner quelqu'un. Et Bloc républicain, par exemple, et l'UPR. Alors que si nous étions dans l'alliance, c'est la fusion totale. Nous ne sommes pas, il ne faut pas que nous fassions une telle confusion, monsieur le journaliste. La fusion, l'alliance marchent ensemble. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'accord. Et je viens de vous lire la définition de ce qu'on appelle l'accord de gouvernement. Vous l'avez partout. Ça, c'est un accord que j'ai pris de ce qui se passe en Belgique, de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils ont des accords. Ils n'ont pas les mêmes partis. C'est des partis différents. Alors que dans l'alliance, comme vous le dites, monsieur le journaliste, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Jacques Migan, je vais peut-être vous faire part d'une analyse parmi tant d'autres qui se font depuis le vote de cette loi. C'est estimé qu'en temps, les 10% avaient été institués pour exclure le parti du renouveau démocratique PRD et qu'aujourd'hui, les 20% sont mis là contre le BR.
Mais écoutez, je peux vous dire quelque chose. Le BR, si vous prenez les statistiques, nous sommes présents dans presque toutes les circonscriptions. Et là où nous estimerons que... Vous avez déjà obtenu plus de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais c'est justement ce que je dis tout le temps. Avant de faire, il faut toujours prendre les statistiques. Au moins au niveau du bloc républicain, nous avons cette possibilité de faire par rapport à ce que nous avions connu lors des différentes élections, que ce soit municipales, législatives, présidentielles. Nous savons ce que tout le monde sait aujourd'hui au niveau du BR, et même au-delà, ce que nous valons. Je viens de vous dire au niveau du BR, oui. Et je remercie encore le président de mon parti qui a salué justement cette modification, ce complément du code électoral. Nous l'approuvons, nous l'avons approuvé. Et nous avions voté comme un seul homme. Tous les membres du bloc républicain l'ont voté. C'est une manière de dire, nous sommes prêts. Les 20%, nous les aurons au niveau de 24 circonscriptions. Donc, si c'est fait contre le BR, je vous dis tout de suite, c'est de l'imagination pour ceux qui le souhaiteraient. Mais en ce qui nous concerne, non seulement nous l'avions voté en toute connaissance de cause, nous avions applaudi et nous sommes prêts pour faire valoir, pour montrer à la nation que lors des prochaines élections, non seulement le BR, dont je suis membre, aura les 20%, mais gagnerait les prochaines élections. En ce qui concerne les élections législatives, les élections communales. Nous y travaillons pour. Vous êtes sûr que vous pouvez gagner pendant que d'autres élus de l'Union progressiste du Renouveau... C'est de bonne guerre. Si vous prenez le département dont je suis issu, l'OME par exemple, mais regardez les communes, monsieur le journaliste. Les communes, on a vu par le passé comment le PRD a effectué de grands exploits. Dans quelles conditions? Reprenez les taux. Reprenez les taux. Quand je prends, par exemple, la commune de Porte-Novo, en ce qui concerne les élections communales, nous avions été battus par un seul conseiller. Il en est de même en ce qui concerne les autres conseils, les autres communes de l'OME. Vérifiez, vous allez à Misrété, vous allez à Sémé, nous avions battu à plate couture. Vous allez dans les autres, vous constaterez qu'il y a toujours une différence d'un conseiller. Une différence de conseiller. À Vrancourt, un conseiller. À Misrété, un conseiller. À Diara, un conseiller. Porte-Novo, un conseiller. Donc, c'est pour vous dire que nous serons prêts pour obtenir non seulement les 20%, si c'est fait contre nous, donc c'est l'imagination de ceux qui le pensent, monsieur le journaliste. C'est l'imagination de ceux qui le pensent. Alors, pour vous, c'est un renforcement du système partisan. Mais est-ce que votre système partisan, dans la volonté de vouloir faire des partis forts, des partis nationaux, vise à exclure d'autres de la scène politique? Mais pourquoi va-t-on exclure? On demande justement, c'est quoi le système partisan? Le système partisan, c'est il faut que les partis régionalistes, qui le sont encore, qui ont des relents, comme je l'ai dit, se mettent ensemble, monsieur le journaliste. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Quand vous prenez des partis, je vais pas laisser le parti Renaissance nationale, le parti de Moël Bénin, pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre dans un autre parti pour avoir un parti fort? Tout le monde y gagne. C'est le cas en ce qui concerne le parti qu'on appelle les démocrates. Pourquoi les MPL et consorts ne peuvent pas se mettre ensemble pour avoir un parti fort? Pourquoi Restaurer l'Espoir ne peut pas se joindre avec d'autres pour avoir des partis forts? L'objectif du système partisan, c'est des partis forts. Pourquoi veut-on encore à ce niveau être un parti à relent régional? Alors, une autre question également subsiste. Oui. Est-ce que le système partisan que vous prônez, dont vous faites la promotion, c'est de faire des partis politiques forts ou des dirigeants de partis politiques forts? Vous savez... Parce qu'on constate que les plus grandes décisions sont confiées dans les mains des dirigeants de partis politiques. Et donc, certains militants estiment, par exemple, que à ce niveau également, il n'y a pas une grande démocratie dans la mise en place de ces bureaux-là. Vous savez ce qu'on appelle un parti politique, oui, ne prend jamais, les responsables ne prennent jamais de décision sans la consultation, sans consulter la base. C'est la base qui est la force. Vous êtes sûr que ça se fait de part et d'autre? Bien entendu, je sais ce qui se passe dans mon parti. À tous les moments? Je vous dis, dans mon parti, les décisions sont prises et remontées par la base. Et c'est la base qui a la décision. Et c'est normal, et vous verrez, les mêmes qui sont à la base, pour certains, se retrouvent au sommet. Mais comment voudrez-vous être dans un parti et ignorer complètement la base? Cela se fait dans les partis à relents régionalistes, des partis à relents d'arrondissement. Oui,
Mais lorsque vous êtes dans un parti, comme les partis UPR, BR, pour ne citer que ces deux partis, vous ne pouvez rien faire sans la base. La base a un rôle très important et déterminant à jouer. Donc c'est pour vous dire qu'en ce qui nous concerne, et vous l'avez vu tout récemment encore, le week-end dernier, on était tous pour ce qui devrait y être à Péréré. Pourquoi faire? Toujours pour écouter la base, entendre la base, récupérer les doléances de la base, porter au niveau de la base les informations avant d'aller à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le code. Un travail a été fait. Et le travail qui a été fait, c'est de discuter, d'échanger avec les uns les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Vous croyez qu'on peut prendre une décision sans l'autre? Nous sommes déjà au niveau national dans un domaine où le droit prime, je l'ai dit au début. La démocratie prime aujourd'hui. Et c'est cette démocratie que vous retrouvez impérativement, du moins en ce qui concerne les partis de la mouvance. Les décisions ne sont pas prises sans la base, sans ceux qui doivent être les décideurs. Et c'est le peuple de ces partis qui sont les décideurs, les militants de ces partis qui sont les décideurs. Et c'est normal maintenant que les structures à différents niveaux les mettent en application comme il se doit, comme partout d'ailleurs, ailleurs. Comme partout ailleurs, comme vous le dites. Alors, donc Jacques Migan, donc pour vous, ça vient renforcer le système partisan, les décisions sont prises par la base, mais le paradoxe demeure. Certains estiment toujours que tout ce qui est fait, c'est pour servir une cause. Et l'autre inquiétude, c'est que le BR, l'Union progressive de renouveau, ne sont pas condamnés à être dans la mouvance. Est-ce que les conditions de lorsqu'on va se retrouver dans l'opposition ont été prises en compte en mettant le seuil à 20% par exemple par circonscription électorale? Vous savez, quand on met 20%, c'est surtout, comme je l'ai dit, renforcé. Mais en ce qu'il faut plutôt voir, c'est ce qui a été dit ici. Lorsqu'il dit les députés et maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat. C'est-à-dire la transhumance, comme je le dis tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure. Je vous dis, quand vous réglez ce problème, vous voyez, il y a tout réglé. Quand vous avez réglé le problème des maires, des députés qui n'ont plus le droit de parrainer un candidat, c'est-à-dire de leur choix, en dehors du choix de leur parti politique, c'est pour mettre fin à quoi? C'est pas pour mettre fin à la transhumance? C'est pas pour mettre fin à tout ce que nous vivons, nous avions vécu jusqu'à présent? Oui, justement, lorsqu'on sait par exemple que le parti politique ne va pas proposer deux candidats à une élection présidentielle, par exemple, alors pourquoi ne pas directement alors dire que le parti politique donne les parrainages? Attendons, pourquoi ne pas le dire? Parce que la base n'a même pas encore décidé, monsieur le journaliste. C'est pas un parrainage. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui disait déjà que le député est libre de parrainer. Alors, cette disposition-là aujourd'hui, est-ce qu'elle ne veut pas en antinomie avec cette décision de la Cour? Donc, je peux vous dire, monsieur le journaliste, que la décision que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la décision DCC 21-232 du 16 septembre 2021, en son dernier considérant, dit expressément ceci. Par ailleurs, que par la décision EP 21-012 du 17 février 2021, la Cour a décidé que l'acte de parrainage est un engagement unilatéral à soutenir un candidat à l'élection du président de la République. Et les élus ont la liberté d'accorder leur parrainage aux candidats de leur choix. Alors, cette décision a été prise en 2021, mais quand vous prenez l'article 81 de la Constitution, elle donne la liberté aux députés d'aller au vote d'une loi. Conformément à l'article 81, il est dit, la loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité. Mais quand vous prenez l'article 132 du Code électoral de 2019, il n'est pas prévu les conditions d'éligibilité de ce que doivent faire les députés en ce qui concerne le parrainage. Ils ont ce pouvoir. Et c'est parce qu'ils n'ont pas inséré dans l'article 132, ils s'étaient arrêtés seulement aux 10%, qu'aujourd'hui, les députés de la 9e législature en 2024 ont inséré ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les députés et maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat de leur choix en dehors du choix de leur parti politique. Ce n'est pas en contradiction. Si aujourd'hui, il revient à la Cour
constitutionnel de nous dire cette loi, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution en vertu de l'article 81? La réponse est oui. Je précède même déjà la réponse. Et ils vont statuer dessus parce que lorsqu'on sait que le député a un mandat impératif et que, bon, il est élu, mais qu'il représente toutes les circonscriptions et donc il peut quand même agir avec une certaine autonomie dans son action et qu'on dit qu'il peut parrainer, mais qu'il ne peut pas parrainer autre chose que son parti politique. Pourquoi ne pas dire alors carrément au parti politique de donner le parrainage? Le député a un mandat impératif, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi. Si la loi a prévu que vous devez faire ceci, vous êtes obligé de respecter. Alors, le mandat impératif dont il s'agit, oui, c'est conformément à ce que vous devez faire. Mais si ce que vous devez faire, oui, la loi le prévoit, la loi le prévoit, il doit faire désormais. Mais ce qu'il doit faire désormais, c'est ce qui est prévu par le Code électoral en son article 132 revu. Modifié. C'est-à-dire, cet article, c'est cet alinéa qui va être désormais ajouté à l'article 132. Il revient à la Cour constitutionnelle de dire si c'est anticonstitutionnel, si ce n'est pas anticonstitutionnel. Mais ce que je vous dis et je le répète encore, c'est-à-dire cet alinéa trouve son fondement dans l'article 81 de la Constitution, qui donne plein pouvoir aux députés d'aller au vote d'une loi pour ce qui doit être fait en ce qui concerne l'éligibilité et comment doivent faire les députés à l'Assemblée nationale concernant le parrainage. Et ils ont exercé leur pouvoir en disant « Nous voudrions désormais que pour parrainer, il faut que ce soit le choix du parti. Pourquoi a-t-on fait le système partisan? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, pour renforcer le système partisan. Or, ce que vous venez de me dire, vous me posez le problème par rapport à une décision qui a été rendue en 2021 relative à une loi qui a été votée en 2019. Nous sommes en 2024. Et l'Assemblée nationale a décidé. Oui, mais cette décision, elle est toujours liée au parrainage. Alors, Jacques Mignon, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que, au lendemain de ce vote de code électoral, puisque depuis mardi dernier, il y a une myriade d'analyses et de commentaires qui sont effectués sur ce vote de loi, qui estiment que désormais, il faut constitutionnaliser les règles de la compétition électorale pour ne pas que le code électoral soit toujours manipulé par la majorité au pouvoir en place. Mais quel que soit ce que vous ferez, il y aura toujours une loi pour étayer ce que dit la Constitution. Mais c'est-à-dire, nous avons... Pour eux, par exemple, oui, le seuil de représentativité. Autrefois, on avait mis le seuil à 10%. Oui. On a vu comment c'était si éprouvant pour certaines formations politiques d'avoir même 5%. Et donc, 10% était beaucoup et elles étaient nombreuses à implorer un rabais ou une revue à 5%, comme l'avaient proposé les démocrates. Mais aujourd'hui, il est porté à 20%. Alors, demain, ça veut dire qu'une majorité vient, mécaniquement, elle peut porter ce taux à 30%, après à 40%. Est-ce que ça ne représente pas un danger? C'est vrai, aujourd'hui, c'est bon, c'est profitable, mais est-ce que vous ne voyez pas un danger peut-être pour l'avenir? Vous venez de dire à l'instant que 5%, que certains tournent autour de 5% n'arrivent pas à avoir les 10%. Pourquoi? Parce qu'ils ont un relent régionaliste. Mais lorsqu'ils se sont mis dans un parti comme l'UPR, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont pas eu de député. Monsieur Ronfort, il n'est pas député. Il n'est pas issu du PRD. Non, il faudrait que nous cessions. Ceux qui le disent, cherchez à savoir qui ils sont. La majorité de ces gens-là, c'est des gens qui sont dans des partis d'arrondissement. C'est des gens qui sont dans des partis à relent régionaliste. C'est des gens qui sont dans des partis à relent sur le plan communal. Mais lorsque vous avez un parti comme PR, étendu sur toute l'étendue du territoire, et qui a plus de 20% ou 20% dans certaines circonscriptions, vous ne parlerez pas ainsi. Je comprends aisément ceux qui le disent. Et si vous pouvez me donner un exemple de ceux qui le disent, je vous dirai son parti d'origine. Alors, Jacques Mignon, comme vous le dites si bien, c'est vrai, cette réforme-là, en 2018, on était à plus de 200 partis politiques, et donc il fallait assainir le paysage. Oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop brusque, c'est trop brutal? Et qu'est-ce que donc vous voulez qu'on attende un siècle? Non, 50 ans, pas un 30 siècle, ans. Mais on a quitté 200 et quelques oui. à une dizaine. Oui. C'est déjà quand même un effort louable. Monsieur le journaliste, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait l'enquête pour voir ces partis-là, comment ils fonctionnent, comment ils se comportent sur le territoire?
Et vous aviez observé ce qui s'est passé lors des élections présidentielles. Lorsque le parti Les Démocrates ont saisi la Cour constitutionnelle au prétendu motif qu'on a possédé ceci, on a fait cela. On leur a demandé les preuves. Ils ne sont même pas sur toute l'étendue du territoire. Représentés, oui, pour former un parti politique. Mais pour avoir des représentants, ils n'en avaient pas. Alors, comment pourriez-vous dire aujourd'hui qu'il faudrait mettre tout ceci dans la Constitution pour qu'il n'y ait pas ceci, pour qu'il n'y ait pas cela? Avant d'aller là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les 20%, il y a des statistiques qui ont révélé la force de chaque parti. Il y a des travaux qui se font. Mais vous ne pouvez pas avoir un parti qui occupe seulement, qui a sa force dans un arrondissement. Donc demain, même si le BR se retrouve dans l'opposition, on ne le souhaite pas encore, mais si le BR se retrouve dans l'opposition, il aura ses 20%. Mais pourquoi? Écoutez, il y a quand même quelque chose que je vais vous dire. L'accord de gouvernance. Non, mais vous avez l'accord de gouvernance qui vous permet de combler certains vides là où vous pouvez ne pas avoir les 20%. Dans l'espérance aussi, éventuellement, si l'EP et le BR ne gagnent pas les élections en 2026, que les deux partis-là ne se vident pas encore. Parce qu'on a comme l'impression que toutes les réformes sont effectuées au gré des circonstances politiques du moment. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez, je vais vous dire, en ce qui concerne le code qui vient d'être voté, le grand gagnant, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est le parti Les Démocrates. Je dis bien le grand gagnant, c'est le parti Les Démocrates. Est-ce que oui ou non, lorsqu'on parle de 15%, qu'il faut avoir pour avoir des parrains, est-ce qu'ils l'ont? D'aucuns ont même dit qu'ils ont œuvré pour qu'on taille ça à leur mesure. Parce qu'ils ont les 28 qu'il faut. Ils ont 28 députés. C'est eux qui ont demandé qu'on modifie le taux qu'il faut en visant, par exemple, une commune. On a dit chiche. Mais au lieu de mettre ça à 5 comme ils le souhaitent, c'est-à-dire ils ont donné l'exemple, j'ai écouté M. Attiadé, l'honorable, qu'il faut, dans les communes, revoir. Mais on a revu. Mais au lieu de faire à la baisse, on a fait par circonscription. Et eux, ils voyaient au niveau de la commune. Nous avions vu au niveau de la circonscription. On a tenu compte de leurs doléances. On a pris en compte leurs doléances. Autrement, j'entends dire, pas dans le même sens, mais dans un sens qui pourrait arranger tout le monde. 2. En ce qui concerne la transhumance, surtout le point que je vous ai dit, les députés et maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat de leur choix en dehors du choix. J'ai entendu dire, et ça n'engage que ceux qui le disent, monsieur le journaliste, que les gens iraient débaucher les gens des démocrates pour qu'ils viennent reviser la Constitution. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On ira débaucher parmi les partis de démocrates. Aujourd'hui, personne ne peut le faire. Qui est gagnant? Qui est gagnant? Alors, Jacques, qui est gagnant, monsieur le journaliste? Pour vous, les démocrates sont gagnants. Alors, on légifère pour l'avenir, je le disais tantôt. Oui. Alors, après le BR et les démocrates, après cette législature, il y a d'autres législatures également. Alors, lorsqu'il y a une législature, par exemple, et qu'il y a un parti politique qui se retrouve avec 25 députés ou 27 députés, pratiquement le quart du nombre de députés à l'Assemblée nationale, puisqu'ils seront 109, donc vous dites là qu'avec ce code électoral en vigueur, ces 27 députés seront incapables de parrainer un candidat à eux seuls, puisque avoir 27 députés au sein de l'hémicycle, quand même, sur 109 députés, c'est quand même assez considérable. Et qui vous dit, qui pensait qu'ils allaient avoir 28 députés pour cette 9e législature? Les gens pensaient 5, les gens pensaient 6, mais ils ont eu 28. Et qui vous dit qu'ils n'auront pas plus? D'autres pensent même qu'ils ont peut-être obtenu même plus. D'autres, peut-être. Peut-être. Alors moi, je vous dis alors, pourquoi vous ne pouvez pas être positif et voir qu'ils vont faire un travail pour être peut-être à 30, 40, je n'en sais rien. Moi, au cours d'une émission, j'ai demandé même qu'on porte le nombre de parrainages entre 40 et 50, parce que je me suis dit, le travail qui sera fait en 2026 pour les élections amènerait les partis politiques à avoir beaucoup de députés, de part et d'autre. D'autres estiment qu'il faut qu'on élargisse aussi le parrainage aux élus communaux également, pas que les maires, mais aux autres élus communaux, puisque le maire est un conseiller et donc il est conseiller au même titre que les autres, jusqu'il a été élu ou désigné maire. Pour l'instant, il est question pour que le maire soit désigné. Les conseillers désignent celui qui sera leur maire. Vous savez, il y a quelque chose que nous oublions. C'est-à-dire, tout se fait étape par étape. Regardez ce qui a été dit en ce qui concerne les chefs quartiers et de village. Mais on a fini par régler ce problème-là, que ça traînait depuis des années, depuis le temps de Yahi. On allait en venir, oui. Donc, tout est réglé maintenant. C'est le parti majoritaire qui désigne
ce qui va de soi, ce qui se comprend. Donc le problème est réglé. Le parti est vraiment fort. Il désigne beaucoup de choses. Il désigne le maire, et c'est lui qui donne la directive de qui parrainer et bien d'autres choses. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que à cette allure, vous rendez hyper fort les dirigeants des partis politiques? Mais les dirigeants des partis politiques, vous rendez les partis politiques forts. Oui, Pas les dirigeants. Les dirigeants ne sont que l'émanation, ils émanent de la masse des militants. Mais il faut voir également le mécanisme également pour le renouvellement de ces instances. Mais le renouvellement, comme vous le dites, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du BR? Le changement qui a été opéré? Vous avez vu? Non, c'est à partir de là. Nous étions par exemple au bureau politique 59. Nous ne sommes plus 59. Nous sommes plus de 300. Donc ça veut dire qu'il y a les représentants jusqu'à la base. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit démocratique qui règne dans les partis politiques pour permettre à la base d'avoir droit au chapitre. Et c'est ça ce que j'appelle la démocratie au sein des partis. Ce que moi je recherche, je le dis encore, nous sommes dans le renforcement des partis politiques. Il faudrait aller à fusion. Regarde le PRD par exemple. Le PRD a résisté, mais en se mettant avec l'UPR. Ce que je regrette, j'aurais bien voulu que ce soit avec le BR. On ne va plus revenir sur ça. Oui. Mais est-ce que le PRD ne trouve pas son compte dans l'UP aujourd'hui? Tout le monde gagne parce que vous êtes fort, parce que quand vous êtes unis, et vous gagnez quoi? Mais vous gagnez ce qu'on entend, les sièges, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau des communes, des municipalités. Mais à vouloir tout le temps rester dans son coin, comme certains petits partis. Je les appelle petits partis parce qu'ils ne valent ces partis que par les responsables qui les gouvernent. Alors que ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Quand vous prenez la structure du bloc républicain, vous notez que tout le monde a des responsabilités, même la base. La base nous tient. Tout le monde se tient. Nous sommes une chaîne et où il n'y a pas de maillon faible entre nous. Donc c'est pour vous dire que nous avions enfin, et ce n'est pas encore fini, moi je voudrais que le système partisan réellement continue, demeure et perdure. Demeure et perdure. Alors, pour résumer, parce que nous tendons pour vers la fin de cet entretien, donc pour vous, ce code électoral est une véritable avancée. Au-delà même de l'avancée, c'est une révolution. Et j'aurais souhaité qu'on aille encore plus. Comme vous le dites, il faudrait que les partis à relents régionalistes, à relents de quartiers d'arrondissement comprennent enfin que ce moment est dépassé. Et je crois que nous sommes en train d'y arriver. Parce que tout évolue. La société évolue. Elle est évolutive. Le droit évolue. Et c'est parce qu'il y a une certaine évolution. Je vous ai parlé des statistiques tout à l'heure. Vous savez combien nous étions il y a encore quelques années? Vous savez combien nous sommes aujourd'hui? On était moins de 12 millions. Aujourd'hui, nous avions déjà dépassé 13 millions et peut-être que nous irons d'ici 2026 à 14 millions. Alors, les pourcentages tiennent compte de cette démographie. On ne fait pas les choses au pif. C'est en connaissant de cause que le législateur fonctionne. Or, quand les gens s'expriment en tenant compte de leur imagination du moment. Comme vous me l'avez dit tout à l'heure sur certains points, que les gens ont dit ceci, c'est par rapport à la décision. Et la décision a été rendue en 2021. La loi ne l'a pas prévu. La loi prévoit aujourd'hui comment procéder en ce qui concerne le parrainage. Est-ce que c'est prévu par la Constitution? Ce que la loi qui vient d'être votée a fait. Oui. Est-ce que ça existait dans l'article 132? C'est l'article. Vous n'avez rien de ce que l'on a dit en ce qui concerne le parrainage qui doit être fait. Mais aujourd'hui, le parrainage doit être fait dans tant. Mais le député, malgré son mandat impératif, n'est pas au-dessus de la loi. Donc vous m'allez me dire, parce qu'il a un mandat impératif, il ira faire ceci, il a fait cela en dehors de la loi. Là, nous ne sommes plus dans un pays démocratique. Bon, enfin, vous me direz que l'anarchie aussi, c'est une forme de démocratie. Mais nous n'en sommes pas là. Merci à vous, Jacques Mégan. Je crois que nous allons observer un peu comment les choses vont bouger du côté de la Cour constitutionnelle. Et peut-être on reviendra également apprécier à nouveau les nouveaux développements qui s'effectueront à ce niveau-là, puisque d'entrée, on apprend déjà que des juristes vont attaquer ce code-là devant la Cour constitutionnelle. Les députés également, du Parti politique démocrate également ont des initiatives à prendre. Mais si vous étiez permis d'aller un peu en arrière par rapport à la proposition de révision constitutionnelle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, on ne vous a pas véritablement trop entendu sur la question. Mais qu'est-ce que vous pensez concrètement de ce qui avait été proposé par l'honorable Hassan Seibou?
Mais j'étais intervenu plusieurs fois, peut-être pas ici. Mais oui, pas chez nous. Donc, je bien dit. Il fallait faire la présidentielle avant la législative, selon Mais vous? Absolument, absolument, j'y crois beaucoup. Et c'est d'ailleurs en ce sens que j'abonde dans le même sens que mon confrère Zizi Nohwe. Les élections présidentielles avant les élections communales et législatives. C'est vrai, comme l'a rappelé... Pourquoi on a toujours fait les législatives avant la présidentielle? Mais, la conférence mais si on va à révision, qu'est-ce qu'on fait? Une révision, elle sert à quoi? Du moment où vous renversez, ça veut dire que vous changez le régime que vous voulez. Donc il faudrait toujours que les gens comprennent. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on a fait. Pour pouvoir le faire, cela suppose, le changement de régime suppose un certain nombre de choses à revoir. Donc, pour vous, lorsqu'on fait la présidentielle avant la législative, c'est un changement de régime? Je vous dis, nous avions choisi un régime qu'on appelle le régime présidentiel. Et dans ce régime présidentiel, quel est l'ordre des élections selon vous? Mais c'est pas une question, c'est pas à ce niveau qu'il faut le voir. Quel est l'ordre des élections conformément à notre Constitution? C'est la question qu'il faut se poser. Notre Constitution dit ceci, les élections législatives communales avant les élections présidentielles. Mais on nous demande de faire quelque chose, c'est-à-dire corriger, je dis bien corriger, une inégalité. Alors, il fait une proposition, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais si on l'accepte, ça veut dire qu'il faut revoir le système que nous avons aujourd'hui, le régime que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est en cela que j'ai dit, attendez, ce que dit non seulement M. Hassan Saïbou, ce que dit Abraham, ce n'est pas que ça va se faire conformément à ce qui est aujourd'hui. Ça veut dire que ça va se faire en fonction de ce qui va être fait, va être décidé par les députés lorsqu'ils vont réviser la Constitution. Ils peuvent dire désormais, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais on ne peut pas les critiquer en disant, vous avez erré. Ils n'ont pas erré. Tant que la révision n'est pas faite, vous ne pouvez pas les empêcher de vouloir. C'est des propositions. Et c'est en cela que je dis, ce qu'il a été dit par le bâtonnier Dossou Robert, c'est un rappel de notion de ce qu'on appelle le régime présidentiel et de ce qu'on appelle le régime présidentialiste. Alors, que les uns les autres veuillent qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, mais vous ne pouvez pas les empêcher de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Il revient aux députés de dire nous voulons, il revient de dire aux députés, dans le cadre de l'Assemblée constituante, nous ne voulons pas. Donc c'est de cette manière qu'il faut voir les choses. C'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Alors Jacques Migan, comment vous avez apprécié les débats et le vote de cette révision? Mais écoutez, je l'ai dit à l'entame. Le vote qui a consacré l'échec, bien évidemment. Pardon? Le vote qui a consacré l'échec de cette révision. Non, je n'ai pas vu cela comme un échec. J'ai vu cela comme une victoire de la majorité. Et j'ai vu plutôt l'échec du défaut de consensus, du rejet du consensus par les démocrates. Ils ont refusé le consensus. Il y a des acteurs de la mouvance également qui ont voté contre. J'en viens. Je dis bien un refus du consensus par le parti Les Démocrates. Ils disent, nous ne voulons pas entendre parler du consensus. On a commencé par parler de la révision de la Constitution depuis le 13 avril 2023. Depuis un an, par le président de l'Assemblée nationale, Vlavonou, lui. Donc tout le monde se préparait pour la révision de la Constitution, monsieur le journaliste. La Constitution n'est pas sortie à partir de la décision de la Cour constitutionnelle du 4 janvier 2024, encore moins du projet de loi déposé par l'honorable Seydou Hassan. Non. Donc j'ai vu cela, avoir 71 députés porter ce projet de loi, c'est une victoire. Les gens s'attendaient à ce que, au niveau de ceux, pour répondre maintenant à vos préoccupations des députés de la mouvance, ils sont au nombre de combien? De 9. 7 ont voté contre, 2 ont voté, se sont abstenus. Moi je dis, c'est pas à ce niveau qu'il faut pouvoir porter de critiques. Ceux qui n'ont pas voté, ils ont exprimé leur droit d'expression, leur liberté d'expression. On ne les condamne pas. La preuve, quand il a été question du vote du code modifié et complété, mais nous avions 79. Alors, c'est une grande victoire. C'est pour vous dire que la mouvance présidentielle, elle est comme ceci, unie. Alors, Jacques Migan, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, les élections générales se préparent, 2026 se prépare, et également, les jeux politiques de 2026 commencent par être régentés peu à peu.
Non, je crois que tout est clair. Politiquement, tout semble clair. On commence par régenter un peu les choses. Oui, parce qu'il y avait un désordre sur le terrain. Plusieurs fois, vous êtes revenu vous-même là-dessus, lorsque vous me dites, mais pourquoi je suis contre la suscitation de candidature de tel ou tel? Et je vous ai dit, c'est vrai, le code ne l'a pas prévu, mais ça ne fait pas bien de faire en dehors des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes allés tout droit dans le renforcement des partis politiques, et je vous ai dit à l'entame de cette émission que c'est fini maintenant les suscitations de candidatures sauvages. Je crois que ceux qui suscitaient les candidatures de tel et tel ont compris à travers le vote de cette loi que si tel est qu'ils veulent aller à suscitation, qu'ils attendent 6 mois, lorsque le parti désignerait qui serait candidat, nous allons tous le parrainer, nous allons tous le soutenir. Un. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous avez les moyens, vous êtes nantis, que vous allez dire je vais faire ci, je vais faire cela. Les partis politiques aujourd'hui sont des partis bien organisés, bien structurés, qui ont des finances et qui doivent rendre compte à l'État. Je dis bien qu'ils doivent rendre compte à l'État. Si tel est que vous bénéficiez de l'argent du contribuable, impérativement, vous devez rendre compte. Cet argent qu'on donne aux partis, ce n'est pas pour qu'ils fassent du n'importe quoi. C'est pour qu'ils fassent une bonne gestion. Et quand vous ne le faites pas, la Cour des comptes est là. Et moi, je suggère même que la Cour des comptes les interpelle pour en savoir, au cas où ce ne serait pas fait. Deuxième chose. Troisième chose, comme je vous l'ai dit, c'est fini les partis à relents régionalistes, monsieur le journaliste. Merci à vous, Jacques Mégan. Vous connaissez si bien la rengaine sur cette émission au cours de cet entretien. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit des militants sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. Non, je crois que le code électoral qui vient d'être modifié, complété, règle beaucoup de choses qui constituaient, semaient un désordre. Et ces désordres, je crois qu'ils sont aplanés à partir des modifications intervenues. D'une part, en ce qui concerne, comme je l'ai dit, désormais, le parrainage, il ne sera pas de 10%, mais porté à 15%. C'est une grande victoire, une belle avancée. Je dirais même que la caution, telle que les démocrates l'ont voulu, portée à 25 millions, c'était leur volonté. Et comme les partis de la mouvance écoutent beaucoup et aiment beaucoup le consensus, en acceptant de ramener, de réduire à 25%, c'est une très bonne nouvelle selon moi. Je crois également moins de 20% par circonscription électorale pour chaque parti politique, c'est aussi une très bonne chose. Le parti, les démocrates, en voulaient 5 par commune, 5% par commune. On a abondé dans leur sens autrement. Au lieu de 5% par commune, c'est une bonne chose de porter ça à 20%. Et ça permettrait à tous les partis, non seulement d'aller en fusion, de se retrouver pour que nous puissions avoir désormais des partis forts, des grands partis, conformément à ce qui est prévu pour le système partisan. Et je crois également, et ça je le dis, je le souligne, les députés et les maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat de leur choix en dehors du choix de leur parti politique. C'est une belle avancée également, et comme je viens de le dire il y a quelques instants, ça met fin complètement aux suscitations sauvages. Aux suscitations sauvages que nous avions connues à plus de 2 ans des élections présidentielles. Et enfin, je vous dis ceci, la décision qui a été rendue, monsieur le journaliste, en 2021, pour être beaucoup plus précis, le 16 septembre 2021, concernant le parrainage qui doit être un domaine réservé du député, c'était avant 2019 parce que la loi n'était pas passée par là. Du moment où aujourd'hui la loi a prévu comment les choses doivent s'opérer, l'article 132 complété par ce dernier alinéa, répondant à ce qui est prévu par l'article 81 de la Constitution qui donne plein pouvoir aux députés, je crois que c'est aussi une bonne avancée. Merci à vous, Jacques Mégan. Chers amis internautes, je ne vais peut-être pas le répéter parce qu'il a fait de belles conclusions de ses propos, mais on retiendra entre autres, de façon sommaire et expéditive, qu'il a tenu à notifier que le processus a tenu compte de la démocratie et des valeurs de la liberté. Les partis de la mouvance, comme ceux de l'opposition, ont joué chacun leur rôle tout au long de ce processus-là. La révision de la Constitution, pour lui, n'était pas une diversion. Pour lui, avec ce code électoral qui a été voté, c'est fini. La suscitation fantaisiste de candidature aux élections présidentielles, pour lui,
ils ont mis fin ainsi à la transhumance politique, au débauchage des acteurs politiques et aux partis politiques aux élans régionalistes. Il invite les partis politiques à se mettre ensemble pour des victoires plus élogieuses et glorieuses, car pour lui, ce code électoral est une véritable avancée. C'est bel et bien ça, Jacques Migrand? Oui, c'est bien cela. Merci à vous, Jacques Migrand. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes juriste de formation, ancien bâtonnier. Vous êtes également membre du bureau politique du Parti politique Bloc républicain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.